13h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans votre journal. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État. Le conseil a annoncé au nombre des communications le retour des 2 gendarmes ivoiriens retenus depuis plus de 14 mois au Burkina Faso alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Ils retrouveront bientôt leur famille. L'Atiéké des Lagunes, labellisé en 2023 par l'OAPI en tant qu'indication géographique protégée et bénéficiant d'une protection renforcée sur les marchés internationaux, va plus loin en notoriété. Désormais, c'est la transformation du manioc en Atiéké qui vient d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Une fierté pour les Ivoiriens. 18,8 millions de Ghanéens sont appelés demain aux urnes pour élire leur président et leurs parlementaires. Ce double scrutin va marquer la fin du second mandat de Nana Akufo-Addo. Pour lui succéder, 12 candidatures ont été validées, mais le suspense semble limité à la question qui de Mahamoudou Baoumia ou de John Mahama sera aux commandes durant les 4 prochaines années. Arrêté en septembre 2023 en territoire burkinabé, alors qu'il venait de franchir par mégarde la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à la poursuite d'orpailleurs clandestins, 2 gendarmes ivoiriens ont été remis aux autorités d'Abidjan le 29 novembre dernier. L'annonce a été faite cette semaine par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Plus de précisions avec Alexis Ouedraogo. Au nombre des points à l'ordre du jour de ce conseil, une communication du ministère d'État, ministère de la Défense. Le conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos 2 gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cette occasion, le président de la République a adressé ses vifs remerciements au président Faure Gnassingbé, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Face aux enjeux sécuritaires du moment, le Conseil a adopté un projet de décret pour l'ouverture de 12 postes d'attachés de sécurité intérieure auprès des missions diplomatiques. 7 postes à titre de régulation et 5 nouveaux postes créés auprès des missions diplomatiques accréditées au Burkina, en Espagne, au Mali, à Malte et aux Pays-Bas. Pour cette réunion, une ordonnance adoptée, celle portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de garantie des mutuelles sociales, le FOMUSI, dont la mission est de prévenir les défaillances éventuelles, permettra de garantir les engagements contractuels de ses membres. Il est chargé notamment d'accorder des appuis financiers aux mutuelles sociales et structures faîtières ne pouvant plus faire face à leurs engagements et de prendre toutes les mesures financières nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier des mutuelles sociales. Entre autres projets de décret, l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la communauté internationale de la noix de coco ICC, la ratification d'un accord de prêt entre l'OPEP et la Côte d'Ivoire, 7 décrets portant attribution de permis de recherche minière. Au titre des mesures individuelles, 5 décrets portant nomination d'ambassadeurs. Ainsi sont nommés Madame Nogozen Bakayoko, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Saint-Martin avec résidence à Rome, en Italie. Monsieur Djamoutene Alassane Zie, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République d'Argentine, la République orientale d'Uruguay, la République du Chili et la République bolivarienne du Venezuela avec résidence à Brasilia, au Brésil. Le Conseil a adopté plusieurs communications sur la tenue, notamment à Abidjan le 25 janvier prochain, d'une réunion de l'initiative régionale pour accélérer la fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique.
Le conseil a salué l'entrée de l'attiéké, cette spécialité culinaire du pays, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il a pour finir entendu le compte-rendu de la mission du Premier ministre aux Émirats arabes unis qui aura permis de renforcer les acquis de la coopération et de mobiliser les investisseurs émiratis. C'est une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps. Le savoir-faire ivoirien lié à la fabrication de l'attiéké, inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cela à la suite de la 19e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de cette institution qui s'est tenue cette semaine à Asunción, au Paraguay. Une grosse victoire pour autorités et populations ivoirienne pour qui cette inscription représente une immense fierté pour le pays. Walter Amadou Ouattara, Audrey, témoin au monde. Le 4 décembre 2024 restera une date gravée dans la mémoire culturelle ivoirienne. La fabrication de l'attiéké, plat typique de la Côte d'Ivoire, est désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'était lors de sa 19e session intergouvernementale tenue au Paraguay. Cette inscription souligne l'importance de sauvegarder cet élément de notre patrimoine culturel qui appartient désormais à l'humanité tout entière, contribuant ainsi à la diversité culturelle. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, c'est l'aboutissement d'un long processus. Cette reconnaissance offre ainsi des opportunités aux actrices du secteur. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire va être reconnue du monde entier parce que vous avez un savoir-faire très particulier qui date de siècles. C'est une reconnaissance au président de la République qui permet que vous puissiez aujourd'hui vous associer en coopérative et que ce travail aujourd'hui puisse faire rayonner encore une fois le nom de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment vous féliciter. La nouvelle est bien accueillie par les consommateurs. En tant que consommateur, je suis ravi d'avoir appris la bonne nouvelle que l'UNESCO apprécie l'attiéké de la Côte d'Ivoire. Donc, et que cela soit reconnu mondialement pour plus de production. Quand je mange l'attiéké, je ne mange rien encore. Depuis que je suis née, je mange l'attiéké. Ça ne m'a jamais dégoûté aussi. L'attiéké de Côte d'Ivoire, c'est reconnu par le monde parce que c'est bien fait. Ça nous rend fiers parce que ça vient de chez nous. Les transformatrices en sont également fières. Celles de Cocody Blocos s'en félicitent et s'engagent à travailler davantage pour maintenir le label. C'est un héritage de nos grands-mères. Elles ont commencé bien avant que nous-mêmes en salle là. On est venu trouver. Nous, notre attiéké est un peu spécial. Même si les Chinois fabriquent, nous, on a une autre méthode de fabriquer notre attiéké. Notre attiéké va en France, en Italie, au Burkina, aux États-Unis. En tout cas, ça va partout. Cette nouvelle est une source de motivation pour nous à bien préparer l'attiéké. Avec cette nouvelle, c'est une occasion pour nous de demander au gouvernement de nous aider à avoir de nouveaux équipements pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir livrer de l'attiéké partout. Souvent, dans les grosses commandes, on a besoin des financements de l'État aussi. Préparé à partir de tubercules de manioc, puis broyé et fermenté avant d'être cuit à la vapeur, l'attiéké national est souvent accompagné de poissons, viande, frits ou fumés, ainsi que de sauces dans les repas au quotidien. Bon appétit à vous tous qui êtes à table, et spécialement à ceux qui ont l'attiéké au menu ce midi. Donc, Tina est institutrice, mais à côté de l'enseignement, elle offre de l'espoir et incarne la solidarité. Nous sommes dans le village d'Alei-Yaokro, dans le département de Yamoussoukro, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Dans son établissement scolaire, Tina est bien connue pour sa singularité. Partage, persévérance, vivre ensemble, des valeurs humaines qu'elle inculque au quotidien aux jeunes apprenants. Nous avons voulu voir cela de près. Alors, Sephora Zegui, Richard Vao et Lamine Camara ont fait le déplacement. Dimanche ensoleillé, au cœur du village d'Alei-Yaokro dans le département de Yamoussoukro. Ici, une promesse d'espoir se tisse chaque jour grâce à une jeune femme dont le dévouement à l'éducation et à ses élèves va bien au-delà des attentes. Cette femme, c'est Tina. C'est après, non? Très bien. Après, ça va? Cette institutrice est installée dans ce village modestement doté depuis 3 ans. À son arrivée, elle constate rapidement
que les conditions de vie des enfants sont précaires. Vêtements déchirés, absence de fournitures scolaires. Mon père, en tout cas, c'est un monsieur qui est très gentil. Et même devant nous-mêmes, il aidait beaucoup les enfants des autres. Et il nous disait tout le temps que quand tu fais le bien autour de toi, Dieu te bénit, Dieu bénit tes enfants. Tina ne se contente pas de donner des leçons, elle voit plus loin et son cœur déborde de générosité. Des fois, ils n'ont pas de bic, j'achète même des paquets de bic pour leur donner, même des cahiers et tout. Les mercredis, samedis et dimanches, ces journées de repos se transforment en moments de bienveillance où elle coiffe gratuitement les petites filles et garçons du village, leur offrant une pause de bien-être dans leur quotidien difficile. Elle nous rend propres quand nos cheveux sont sales. Elle nous coiffe. Elle nous offre des habits, des sacs. Je souhaite qu'elle ait une vie meilleure. La maîtresse Tina, elle a un cœur en or. Elle est bien. Et ma fille aussi, en tout cas, elle me rapporte de bons résultats. Lundi matin à Alé Yaokro, salut aux couleurs, puis retour en classe. Comme à son habitude, le chant avant la leçon du jour. Qui viennent d'arriver, ils ont beaucoup peur. Ils se disent que la maîtresse va les chicoter, va les frapper, donc ils ont peur. Donc je les mets à l'aise pour pouvoir mieux apprendre. À Alé Yaokro, Tina est aussi un modèle de résilience et de courage pour les femmes. Beaucoup d'entre elles, autrefois illettrées, ont retrouvé le goût d'apprendre grâce à son dévouement. Mon fils, quand il vient à la maison, il passe tout son temps à chanter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Donc ça me plaît. Et puis moi aussi, j'apprends. Pour les hommes du village, Tina symbolise le renouveau. Depuis l'arrivée de notre maîtresse, on voit bien que l'école a changé. Ce qui me plaît, elle n'est pas violente avec les enfants. Straka Konan, son directeur, voit en elle une épaule, une aide inestimable. Tina est arrivée, Tina a changé l'image de notre école. Tina, chaque fois, c'est bon. Elle qui fait venir des ONG qui viennent offrir des livres, des sacs et autres. Sinon, elle apporte beaucoup à notre école. Pour les populations d'Alé Yaokro, Tina est une héroïne du quotidien, une femme qui a su transformer sa mission en un véritable acte de vie, en donnant à ses élèves la chance de réussir, de rêver et de croire en un avenir radieux. Voilà, vous savez tout à présent sur Tina, notre héroïne du village d'Alé Yaokro. L'édition 2024 des Journées africaines de cardiologie se tient à Abidjan en présence d'experts venus d'une quinzaine de pays africains pour partager leurs expériences. L'amélioration de la prise en charge des patients et la sensibilisation au dépistage sont également des objectifs de cette troisième édition. Reportage donc Astou Touré et Michel Kwame. Scientifiques, cliniciens et décideurs réunis pour réfléchir et partager leurs expériences en vue d'améliorer la prise en charge des cardiopathies en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 3e édition des Journées africaines de cardiologie interventionnelle. Ce forum qui se positionne comme une plateforme incontournable à travers des ateliers pratiques. C'est une activité qui démarre dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne et les défis rencontrés sont nombreux. Défis au niveau de la prise en charge financière des patients, défis au niveau de la formation du personnel, défis également au niveau de la mise en norme des plateaux techniques. Donc ce sont ces défis-là qui méritent des réflexions, qui méritent un partage d'expérience. Ce forum de haut niveau a réuni des experts venus de 15 pays africains. Le rôle que la cardiologie ivoirienne et surtout l'Institut de cardiologie a contribué à former beaucoup de cardiologues dans la sous-région. Bravo et merci à tous les collègues et à l'État et au gouvernement ivoirien pour ce soutien et cet apport aux médecins de la sous-région d'une manière générale ainsi qu'aux patients. Les maladies cardiovasculaires sont la cause de plusieurs millions de décès dans le monde, avec 77% de décès en Afrique. En Côte d'Ivoire, les cardiopathies sont la première cause de décès, raison pour laquelle le gouvernement ivoirien en a fait une priorité. Cette activité sera une activité de partage d'expérience. Les différents acteurs vont nous permettre d'améliorer notre pratique dans notre pays. Challenges et avancées de la cardiologie interventionnelle en Afrique subsaharienne, c'est le thème de cette 3e édition des JAFSI.
Innovation cette année, une intervention chirurgicale au bénéfice de 10 patients souffrant de cardiopathies diverses. À cette 3e édition des JAFSI, des stands dressés pour d'éventuels échanges pratiques sur les innovations dans le secteur et des partenariats. C'est parti pour la 3e cohorte du programme de mentorat féminin dédié au marché et de promotion de l'emploi dans les secteurs des énergies renouvelables. Pendant quelques mois, une vingtaine de jeunes femmes verront leurs capacités renforcées dans les domaines institutionnels et financiers. Ce programme, mis en œuvre par la GIZ et l'Union européenne, vise à promouvoir le leadership et l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Frédéric Gorebi, Davis Oyo. Elles sont désormais aptes à intégrer la 3e cohorte du programme de mentorat féminin dédié aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dénommé PROFER. Durant quelques mois, elles vont recevoir les rudiments nécessaires pour mieux développer des capacités institutionnelles, financières et humaines. Aujourd'hui, je suis ici pour chercher les montants qui vont m'accompagner afin de pouvoir lancer mon projet qui concerne la collecte des déchets post-consommation de nos produits agroalimentaires afin de préserver l'environnement. Notre objectif est de mettre en relation 20 mentis ainsi que 20 mentors pour essayer de faire monter en compétence les mentis qui sont inscrits dans des parcours de formation technique, électrotechnique, électricité, etc. Essentiellement axés sur des stratégies et des actions qui contribuent au développement du marché des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire, ces 20 jeunes femmes seront accompagnées par des mentors qui vont les aider à peaufiner leurs différents projets. Donc ce programme de mentorat donne l'opportunité aux jeunes femmes d'être coachées par des femmes expérimentées dans le secteur, ce qui est important parce que le partage d'expérience, le partage de leçons apprises et aussi ça renforce les capacités des femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est réjoui de cette initiative qui vise à améliorer l'employabilité et relever les défis professionnels dans un secteur de plus en plus dominé par les hommes. De leur côté, les femmes et même les hommes de Ngwanda, Kwadiokro et Sukusuku accueillent des pompes hydrauliques avec le sourire, un don de l'ONG Care International. Ngwanda, Kwadiokro et Sukusuku sont 2 villages de la sous-préfecture de Zaranou, département d'Abengourou. Et notre reporter, Herman Niamia, qui s'est rendu sur place, nous dit combien ces pompes hydrauliques améliorent les conditions de vie des populations sur place. 2 forages équipés d'un mini-système d'adduction d'eau potable à base solaire photovoltaïque offerts au village de Ngwanda Kwadiokro et Sukusuku dans la sous-préfecture de Zaranou dans le département d'Abengourou. Ces 2 ouvrages réalisés dans le cadre du projet Quai d'effort PSI d'un coût global de 30 millions de francs CFA visent à améliorer les conditions de vie des populations de ces localités. J'ai aussi demandé à ce qu'ils gèrent au mieux le comité de gestion qui a été mis en place. Il y a des normes de gestion et que tout le monde respecte ces normes pour qu'on puisse durer et que ce soit mieux pour le village. Les bénéficiaires se sont réjouis de ces infrastructures hydrauliques qui viennent mettre fin à leur calvaire. Ils ont exprimé leur gratitude aux donateurs pour ce geste de haute portée sociale. Aujourd'hui, nos mamans n'iront pas loin pour aller chercher l'eau au marigot. Elles ont à leur possession de l'eau potable. C'est pourquoi je leur dis merci. Cette eau nous apportera la santé. Nous allons demander au bon Dieu de vous dire merci et de vous bénir pour le grand geste que vous venez de faire à l'endroit de la population de Sukusuku. Il faut indiquer que dans ces 2 villages, l'ONG Care International soutient les populations rurales à sortir de la pauvreté à travers la création des AVEC, des associations villageoises d'entraide communautaire. Cette initiative a permis à plusieurs personnes d'assurer leur autonomie financière en menant des activités génératrices de revenus. On en vient maintenant à cet atelier de formation sur la gestion financière à l'initiative du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Étaient donc réunis ici à Abidjan les acteurs clés du secteur agricole venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest pour bénéficier de ce renforcement de capacité. Siaka Kone, reportage.
acteurs du monde agricole en terre ivoirienne. Ils participent à un atelier de formation sur la gestion financière. Ils sont venus de différents pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria et la Gambie. Une initiative du FIDA, Fonds international de développement agricole. Cet atelier vise à renforcer les compétences de ces acteurs en matière de gestion financière et la durabilité des projets de développement mis en œuvre par le FIDA sur le continent. L'Afrique, de façon générale, nous sommes dans un tournant très important en ce sens que la faim est en train de baisser ou de se stabiliser partout ailleurs dans le monde, mais en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, elle est en train d'augmenter. Donc c'est assez critique. Et face à cette situation, les États membres sont en train de jouer leur rôle en mobilisant les ressources domestiques et en mobilisant les ressources internationales. Pour le représentant du ministre des Finances et du Budget, cet atelier permet d'être fourni en outils pratiques. Il favorise la gestion efficiente des budgets, contribue au suivi des dépenses et optimise les performances financières des projets agricoles. Le présent atelier offre ainsi l'occasion de relever collectivement ces défis, de discuter des meilleures pratiques et d'affiner les approches afin de garantir une valeur maximale aux investissements dans le développement rural. Le Fonds de développement agricole est une organisation des Nations Unies. Il a pour mission principale de promouvoir le secteur agricole et améliorer la sécurité alimentaire dans le monde. Depuis le 3 décembre dernier, la KIDP et l'ANP ont initié un programme de formation à l'endroit des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire. KIDP, commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, ANP, Autorité nationale de la presse. La formation que les deux instances organisent donc porte entre autres sur les meilleures pratiques pour assurer un journalisme d'investigation de qualité. Khalil Diomandé. Une cinquantaine de journalistes d'investigation réunis à la Maison de la Presse mettent à niveau leurs connaissances sur les mécanismes juridiques relatifs à l'accès à l'information et sur les fondamentaux de l'investigation. Des experts venus de plusieurs pays d'Afrique partagent leurs expériences. Nous avons décliné les différentes étapes pour faire une investigation, notamment l'identification des sources, la formulation de l'hypothèse, la collecte des informations, l'analyse des informations collectées, la vérification, le croisement des sources et enfin la structuration de l'histoire d'investigation. La loi sur l'accès à l'information d'intérêt public est très capitale. C'est pour ça que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris cette loi pour la traçabilité, la crédibilité et la transparence de la gestion des affaires publiques de l'État. Cette formation est à mettre à l'actif de la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, et de l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, des entités soucieuses de faciliter le travail des journalistes d'investigation. Nous savons que les journalistes d'investigation, lorsqu'ils sont dans le cadre de leurs enquêtes, très souvent ils ont besoin de sourcer cette enquête, puisqu'ils doivent baser leur travail sur les faits. Nous avons ciblé ces journalistes-là pour qu'ensemble nous voyions effectivement quels sont les avantages qu'offre aujourd'hui la loi d'accès à l'information. Nous avons malheureusement constaté que le journaliste d'investigation se confond avec un enquêteur, avec un justicier, alors que ce n'est pas notre rôle. C'est en cela que l'ANP a estimé vraiment nécessaire d'être auprès de la KIDP pour que nous allions vers ce journalisme de professionnel que nous espérons tous, que nous souhaitons tous. En perspective, la KIDP et l'ANP entendent multiplier les sessions de formation à l'endroit des journalistes en vue de garantir le professionnalisme et l'éthique dans le secteur. Je vous le disais au sommaire, demain samedi, près de 18,8 millions de Ghanéens sont appelés aux urnes pour élire leur président et leurs parlementaires. Un double scrutin dans un climat de crise économique et de tensions politiques et sociales. Ce double scrutin va marquer la fin du second mandat de Nana Akufo-Addo à la tête de cet État considéré comme un modèle de stabilité politique en Afrique de l'Ouest. Et pour lui succéder, 12 candidatures ont été validées, mais dans un pays qui, depuis la transition démocratique,
démocratique de 1992 a été dirigé alternativement par le NPP, New Patriotic Party, et le NDC, National Democratic Congress. Le suspense semble limité à la question suivante. Qui de Mahamoudou Bawumia, candidat du parti au pouvoir, ou de John Mahama, ex-chef d'État, sera aux commandes durant les 4 prochaines années? Avant de démarrer le JT du sport de ce vendredi, je vous informe que la célébration de la 7e édition du festival Tonkpini Dale, initialement prévue du 11 au 15 décembre, aura lieu du 18 au 22 décembre 2024, toujours à Mans. Le PCA du festival, président du conseil régional du Tonkpi, Dr Albert Mabrice Toakus, présente des excuses à tous pour les désagréments que ce report pourrait engendrer. C'est l'heure du JT du sport. Comme tous les vendredis, un journaliste de RTI Sport nous rejoint ici en plateau pour dérouler l'actualité sportive de la semaine. Et ce 6 décembre, c'est Ngamblé Konaté qui va se prêter à l'exercice. Bonjour Ngamblé. Bonjour Hamza Diaby. Allez-y. Alors on va commencer donc par la Ligue 1, notre championnat national bien évidemment qui était donc à sa 12e journée. Plusieurs chocs étaient au programme donc de cette 12e journée. Et sans grande surprise, la FAD, leader actuel au classement, donc a préservé son invincibilité du côté donc du champion le FC San Pedro. Le FC San Pedro a tout simplement donc balayé Boaké FC 6-0. Le point complet donc de cette 12e journée avec Hassan Passy. Le Stella Club d'Adjamé n'a pas manqué l'occasion de se rapprocher du leader, la FAD, lors de la 12e journée de la Ligue 1. Les Magnans d'Adjamé, 22 points, ne comptent plus que 5 points d'écart sur les académiciens et 27 points qui ont un match en retard. Et vaincu depuis le début de la saison, le Stella s'est fait respecter en dominant Korogo 4-1. Grâce à cette victoire, Adam Hassen et ses coéquipiers confirment leur statut de l'une des meilleures équipes de ces 5 dernières journées de la Ligue 1. La 12e articulation de la saison a également confirmé la belle santé de Zom FC qui a signé une 3e victoire consécutive et la 4e en 5 matchs contre l'AS Denguélé 2-1. Une performance qui permet à l'équipe de Yopougon de s'installer provisoirement sur le podium avec 19 points. Dans une autre attraction, Mouna FC et Iska se sont neutralisés sur un score de 1 but partout. Le FC San Pedro s'est quant à lui relancé grâce à une large victoire 6-0 contre Boaké FC. C'est le plus lourd score depuis le début de la saison. Il permet aux Pétriciens d'occuper provisoirement la 7e place du classement. Cette 12e journée se dispute sans le stade d'Abidjan et la SEC Mimosa qui seront en compétition africaine ce week-end lors de la 2e journée de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Ils disputeront leur match en retard le 10 décembre prochain. Le stade d'Abidjan croisera le fer avec le leader Lafad quand les jaunes et noirs retrouveront le lys de Sassandra. Ngamblé Konaté, ça c'est le résumé, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette 12e journée de la Ligue 1? Alors, deux choses essentielles. Il faut retenir que la FAD est toujours invaincu en championnat, au même titre que le Stella Club d'Adjamé. D'ailleurs, la FAD est premier, le Stella deuxième. Il faut retenir également que le meilleur buteur de notre championnat évolue à la FAD, qui est leader du championnat. Ce n'est pas surprenant, il compte 8 buts, Nyawa Daniel. Et puis, il faut aussi retenir, le troisième élément qu'il faut retenir, c'est que le Racing Club d'Abidjan, donc vainqueur de la Coupe nationale, est malheureusement 16e 6-16, relégable, ils sont dans la zone rouge. Et puis, autre sujet de ce JT du sport, on a nos représentants aux Coupes africaines, la SEC et le Stade, qui jouent ce week-end. Effectivement, le Stade d'Abidjan reçoit le CR Belouizdad ce samedi, donc au stade Félix Houphouët-Boigny. Un rendez-vous que les stadistes préparent minutieusement donc, en vue de gagner absolument parce que victoire impérative pour les stadistes. La SEC Mimosa en Coupe de la Confédération est en déplacement du côté donc, du Botswana. Plus de précisions avec Pascal Kony. Après sa défaite le 26 novembre 2024 face au Al-Ali du Caire, lors de la première journée 4-2, le stade d'Abidjan compte se racheter ce week-end face au club algérien du CR Belouizdad. Les Yéyés sont déterminés. L'unique objectif, remporter ce match et prendre ainsi 3 points précieux à domicile. La séance d'entraînement a permis au staff technique de réviser sa stratégie, surtout que les Chababistes sont également en quête de victoire. Le match qui s'est passé en Égypte, il y a eu des choses bonnes et des choses moins bonnes. Et puis voilà, arrivé ici, nous avons travaillé là-dessus. Je crois que nous avons compris. Nous allons nous servir de ça pour pouvoir aborder le match de samedi. On se prépare comme il se doit parce qu'on aura une autre équipe en face. Il va falloir aussi réadapter notre système de jeu à cette équipe-là. On a fait un faux pas en Égypte.
il faut que nous rentrons ici. En déplacement au Botswana, l'ASEC Mimosa a rendez-vous avec Opara United pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les poulains de Julien Chevalier négocieront une deuxième victoire pour prendre le large dans cette poule C de la Coupe CAF. Alors, Ngamble Konaté, quelles sont leurs chances de qualification, la SEC et le stade? Alors, d'abord, au niveau du stade Abidjan, le stade a perdu son premier match au Caire, on va dire la semaine dernière. Donc, le stade, jusque-là, on va dire les chances de qualification sont très réduites parce que le stade est 4e C4. Cependant, il n'y a pas de fait à la demeure. Il faut simplement gagner les matchs à domicile et cela commence déjà par faire un bon résultat demain face à Belouizdad. Au niveau de la SEC Mimosa, les chances sont réelles parce que la SEC s'est déjà imposée ici la semaine dernière face à Giraffe de Dakar. Il suffira simplement pour la SEC de gagner ce dimanche sur le coup de 13h GMT, 15h heure botswanaise, cette équipe d'Opara United pour maximiser ses chances de qualification. Donc on va dire pour l'heure, on n'a pas à s'inquiéter. Une page noire en 10 secondes, une page noire dans le foot ivoirien. Oui, malheureusement, le foot ivoirien est frappé doublement par un deuil. Déjà, Kassi Kouadio, Lucien Jésus nous a quittés. Il a évolué à la SEC Mimosa, au stade d'Abidjan, à l'Africa Sport, champion d'Afrique 92 avec les éléphants. Et puis, 24 heures plus tard, c'est l'honorable Kone Ablaye, ex-PCA du stade de l'AS Denguélé qui nous quittait. On se souvient, cette équipe de l'AS Denguélé qui a vu défiler des grands noms du football ivoirien, Wilfried Stengo, Doumbia Seydou ou encore Ibrahim Sangare, tous champions d'Afrique et la Côte d'Ivoire. Et nous présentons nos condoléances les plus attristées. Que leurs âmes reposent en paix. Merci Ngamble Konaté. On se retrouve très bientôt pour un autre JT du sport. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre confiance.